Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'art de s'enrichir, mais en allant chercher des leçons à une source assez inattendue. Oui, tout à fait. On va parler d'un livre qui a été publié en 1880. C'est ça, l'art de s'enrichir, écrit par le seul et unique P.T. Barnum, le grand maître du spectacle. Exactement, pas vraiment le premier nom qui vient en tête quand on pense finances personnelles. C'est clair. Donc on précise tout de suite, on n'est pas dans un manuel de start-up de la Silicon Valley, hein. Non, pas du tout. C'est la vision d'un homme du 19e siècle, un génie de la pub, un observateur incroyable de la psychologie humaine. Notre mission, du coup, c'est de voir ce qui, dans sa philosophie, reste pertinente aujourd'hui et ce qui relève un peu du musée. Et ce qui est fascinant, c'est son point de départ. Pour Barnum, gagner de l'argent, c'est pas si compliqué. Ah bon? Oui, il dit que c'est même relativement facile, surtout dans un pays comme l'Amérique de son époque. Le vrai défi, le plus difficile, c'est de le garder. Et toute sa pensée part de là. C'est une perspective intéressante, ça déplace complètement le problème. Le succès serait pas dans l'accumulation, mais dans la préservation. C'est ça. Et ça nous amène directement à sa première grande idée, ce qu'il appelle la véritable économie. Oui, et pour l'expliquer, il prend un exemple littéraire. Monsieur Micawber de Charles Dickens, avec sa fameuse règle, revenu de 20 livres, dépense de 19, c'est le bonheur, Voilà. Et revenu de 20 livres pour une dépense de 21, c'est la misère. c'est la base. Mais il va plus loin. Il oppose cette véritable économie à ce qu'il appelle la fausse économie. C'est le fameux penny wise and pound foolish des Anglais. Être pingre sur des broutilles pour flamber sur des grosses dépenses. Exactement. Il raconte une anecdote parfaite là-dessus. Une fermière qui économise le moindre centime sur ses bougies, au point de vivre dans le noir. D'accord. Mais qui, une fois qu'elle arrive au village, dépense sans compter en rubans et en fanfreluches, sans même y réfléchir. On voit ça encore tout le temps. On va comparer les prix des tomates pendant 10 minutes, mais signé pour une option 1000 € sur une voiture sans scier. C'est tout à fait ça. Barnum avait aussi l'exemple de l'homme d'affaires qui réutilise ses vieilles enveloppes, mais qui organise des fêtes somptueuses. Et la solution qu'il propose est d'une simplicité. Désarmante, oui. Il dit « Prenez un cahier, fête de colonne. Nécessité d'un côté, luxe de l'autre. » Et il parie que la colonne luxe est souvent 10 fois plus grande. Et le but, c'est pas de culpabiliser, c'est juste de prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur ses propres dépenses. Et il met le doigt sur la cause de tout ça avec une phrase d'une lucidité brutale. Laquelle? Ce sont les yeux des autres qui nous ruinent, pas les nôtres. C'est cette peur du jugement, du qu'en dira-t-on. Ah oui, c'est le moteur de la consommation pour paraître. Et son exemple à ce sujet est presque une fable. Racontez. Il parle d'un ami dont la femme achète un canapé magnifique, disons 200 $. D'accord. Mais une fois le canapé dans le salon, les vieilles chaises ont l'air horribles. Du coup, ils achètent des chaises assorties. Je vois venir le truc. Puis, les tapis semblent démodés. Ensuite, ce sont les tables. Et ça continue, jusqu'à ce que la maison elle-même ne soit plus à la hauteur du mobilier. Et au final, Au final, ils construisent une nouvelle maison. Barnum, en bon comptable, chiffre le coût total de ce simple canapé à 30 000 $. c'est l'engrenage infernal de la mise à niveau. On change de téléphone et tout d'un coup, nos autres appareils sont obsolètes. C'est ça. Pour éviter ça, il pose deux autres règles. La première, c'est d'éviter la dette. Il est très dur là-dessus. Il dit que la dette, c'est une position d'esclave. Il utilise une image très forte. Travailler pour un cheval mort. Payer pour quelque chose qu'on a déjà consommé. Et le deuxième pilier, pour lui, c'est la règle d'or, c'est de préserver son intégrité. Il est intransigeant sur ce point. Il dénonce le vieil adage « fais de l'argent, honnêtement si tu peux, mais fais de l'argent ». Il dit que c'est un conseil d'imbécile. Attendez, là il y a une contradiction qui saute aux yeux. On parle de P.T. Barnum quand même, l'homme du humbug, des supercheries. Oui, Comment est-ce qu'il peut se poser en modèle d'intégrité? c'est une excellente question. Et en fait, il y répond. Il fait une distinction très claire entre le divertissement et la fraude. C'est-à-dire? Vendre un billet pour voir une sirène qui est en fait un montage, c'est du spectacle. Le public sait qu'il vient pour être un peu dupé, c'est un jeu. D'accord, c'est un contrat tacite. Voilà. En revanche, vendre un produit défectueux en disant qu'il est de qualité ou mentir sur une transaction, ça pour lui c'est de la malhonnêteté. Et surtout, c'est une mauvaise stratégie commerciale. Parce que ça détruit la réputation. Exactement, le capital le plus précieux. D'accord, je vois la nuance. L'intégrité, c'est la fiabilité de son produit, pas forcément la transparence sur les ficelles du spectacle. C'est ça. Bon, une fois qu'on a cette fondation solide économie, pas de dette, intégrité, comment est-ce qu'on passe à l'action? On arrive à son deuxième grand thème, le moteur, l'action. Et la toute première chose à faire, c'est de ne pas se tromper de vocation.
Il insiste beaucoup là-dessus. Énormément. Il faut choisir une activité qui correspond à ses prédispositions naturelles. Aller contre sa nature, pour lui, c'est une perte de temps. Et il est assez humble sur ce point. Il se prend lui-même en exemple. Oui, il avoue être complètement nul en mécanique. Il écrit un truc du genre « J'ai jamais eu assez de talent pour tailler un robinet tonneau de cidre sans qu'il fuille ». C'est précis. Il dit que si on avait fait de lui un horloger, ça aurait été un désastre. Il a réussi parce qu'il a choisi une voie où son talent pour la communication pouvait s'épanouir. Une fois la voie trouvée, il y a un deuxième facteur crucial, le bon emplacement. Ah oui, c'est essentiel. On peut être le meilleur restaurateur du monde si on s'installe au fond d'une impasse. C'est la faillite assurée. Il raconte une histoire savoureuse là-dessus. Pendant un voyage à Londres, il découvre un showman super talentueux, mais qui se produit dans un quartier paumé et qui gagne rien. Et donc, Barnum va le voir et lui dit « Votre problème, c'est pas votre talent, c'est votre adresse ». Il l'embauche, l'emmène en Amérique, le met dans un bon contexte, et l'homme fait fortune. c'est l'alignement parfait du talent et de l'opportunité. C'est ça. Vocation, emplacement. Et il faut l'état d'esprit qui va avec. Barnum a un mot pour ça, un mot très américain. La go-aheadness. On pourrait traduire ça par l'esprit d'initiative, l'envie d'aller de l'avant, quoi. Ne pas se laisser paralyser. Son analogie est militaire. Il compare deux généraux. Le premier apprend que l'ennemi a des canons, il panique, il hésite, et son indécision mène à la défaite. D'accord? Le second, qui a cette go-aheadedness, il entend la même nouvelle, mais son réflexe, c'est de foncer, de persévérer. Et il gagne. Et cette détermination doit se voir dans le travail. Il a cette formule. Faites tout ce que vous faites de toutes vos forces. Il faut s'investir à fond, ne pas attendre passivement que quelque chose se présente, comme le faisait M. Micobert. Il faut provoquer sa chance. Exactement. Il cite une maxime attribuée au prophète Mahomet. Un disciple dit « Je vais laisser mon chameau, je le confie à Dieu. Et le prophète lui répond. » Non, attache ton chameau et ensuite confie-toi à Dieu. La foi n'exclut pas l'action. C'est la même idée. Et pour que l'action soit efficace, il faut une maîtrise totale de son sujet. L'anecdote sur le naturaliste français Cuvier est juste géniale. Ah, elle est magnifique. Des étudiants de Cuvier veulent lui faire une blague. L'un d'eux se déguise en diable, avec des cornes, une peau de bête. Classique. Il se cache sous le bureau. Quand Cuvier entre, la créature se lève et grogne. « Cuvier, je suis le diable et je vais vous manger !» Et Cuvier. Cuvier ne se démonte pas. Il regarde attentivement le déguisement. Il observe les pieds, Et il voit des sabots fendus. précisément. Et il conclut, avec un calme olympien. « Vous avez des cornes et des sabots fendus. Vous êtes donc un herbivore, vous ne pouvez pas me manger. » C'est incroyable. Sa connaissance était si profonde qu'il pouvait analyser n'importe quoi. C'est ça la vraie maîtrise. Pour Barnum, c'est une armure contre l'inattendu. C'est une histoire parfaite. Bon, une fois qu'on a les fondations du caractère et le moteur de l'action, comment on se démarque? Et là, on arrive à la stratégie. Ah là, on est chez lui. Sa première règle, sans surprise, faites de la publicité. Sa formule, c'est « il faut d'abord semer avant de pouvoir récolter Oui, il se moque des entrepreneurs qui attendent d'avoir des bénéfices pour faire de la pub. Pour lui, c'est attendre la récolte avant d'avoir planté. » Et il donne un exemple qui est un cas d'école. L'histoire de Genin le Chapelier. Un coup de génie marketing. Pour le premier concert de la chanteuse Jenny Lind aux États-Unis, les billets sont mis en enchères. Un chapelier, Genin, achète le tout premier billet pour 225 $. Une somme folle pour l'époque. Et le lendemain, Le lendemain, tous les journaux du pays titrent « Genin le chapelier achète le premier billet pour Jenny Lind ». Tout le monde s'est demandé « Mais qui est ce chapelier qui peut se permettre une telle folie ?» donc il n'a pas acheté un billet, il a acheté une notoriété nationale. Exactement. Barnum raconte que la marque Genin est devenue si célèbre que ses ventes ont explosé. Il a vendu des dizaines de milliers de chapeaux en plus grâce à ça. Mais il y a une condition. Ah oui, et c'est là que Barnum est brillant. Il insiste, la pub ne fait qu'attirer le client une seule fois. Si les chapeaux de Genin avaient été de mauvaise qualité, le coup de pub se serait retourné contre lui. La pub achète une chance, la qualité achète la fidélité. Tout est dit. Et ça fait le lien avec une autre règle. Soyez poli et gentil avec vos clients. Ça peut paraître évident, mais son approche est très pragmatique. Oui, il raconte l'histoire d'un ouvreur dans son musée. Oui, qui vient le voir furieux parce qu'un client l'a insulté et il veut aller le frapper. Et la réponse de Barnum est une leçon de commerce. Il dit à son employé « Surtout pas, je ne peux pas me permettre de perdre un seul client. L'impolitesse de ce visiteur fait partie du service pour lequel il a payé. »
C'est dur, mais ça montre à quel point l'expérience client était centrale. Carrément, c'est le client qui paie. Donc c'est à nous d'encaisser, au sens propre comme au figuré. Dans la même veine stratégique, il insiste pour ne pas s'éparpiller, se concentrer sur une seule activité. Sa métaphore est très parlante. Le martèlement constant sur un seul clou finit par l'enfoncer. C'est un conseil un peu à contre-courant aujourd'hui, où on parle tout le temps de diversification. Oui, mais pour lui, un entrepreneur qui débute doit mettre toute son énergie sur un seul objectif. Ceux qui courent après plusieurs lièvres n'en attrapent aucun. C'est la puissance du focus. C'est là qu'intervient l'anecdote de l'hôtel Astor. Oui, elle est hilarante. Cet hôtel était fier de son système ultra rigide. Un nouveau serveur irlandais, Pat, est embauché. On lui dit « Tu sers la soupe, puis tu demandes la suite ». D'accord, une règle simple. Un client arrive et dit « Je voudrais du poisson directement, pas de soupe ». Et Pat, fidèle au système, lui répond « Monsieur, vous ne pouvez pas avoir de poisson tant que vous n'avez pas mangé votre soupe ». C'est l'absurdité du système. La règle devient plus importante que le client. C'est le début de la bureaucratie, oui. Et sa dernière grande mise en garde stratégique, c'est de se méfier des opérations extérieures. En gros, ne pas spéculer en dehors de son domaine de compétences. Un bon fabricant de chaussures connaît les chaussures. Mais s'il se met à investir dans des mines d'argent, un domaine qu'il ne maîtrise pas, Et il devient un amateur face à des professionnels. et pour Barnum, c'est le chemin le plus sûr vers la ruine. Il faut rester dans son cercle de compétences. Si on fait le bilan, sa vision est incroyablement cohérente. Le succès financier, c'est pas une question de formule magique, c'est une question de caractère, de discipline, de bon sens. Et d'une compréhension très fine de la nature humaine, tout à fait. Et si on se demande ce qui reste pertinent aujourd'hui, la réponse est presque tout en fait. Oui, l'idée que la réputation est un capital, à l'heure des avis en ligne, c'est plus vrai que jamais. Le principe de dépenser moins qu'on ne gagne, c'est la base. Le focus, la connaissance de son métier, c'est intemporel. Ce qui a vieilli alors, c'est quoi? C'est pas tant les principes que le contexte. L'optimisme de Barnum, cette idée que n'importe qui peut s'enrichir, c'était peut-être plus vrai dans une Amérique en pleine expansion, avec moins de barrières. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. Vers la fin de son livre, Barnum décrit un cycle qu'il observe partout. Oui, les garçons pauvres deviennent riches et les fils de riches redeviennent pauvres. En gros, la première génération part de rien, elle bâtit une fortune. La seconde, née dans le confort, n'a pas les mêmes valeurs et la dilapide. Le fameux « de la chemise en haillons à la chemise en haillons en 3 générations Exactement. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Dans notre monde actuel, avec des structures de richesse, des transmissions de patrimoine bien plus complexes, dans quelle mesure ce cycle décrit par Barnum est-il encore une réalité ou est-il devenu en fait un mythe un peu rassurant?